Enki, c'est une start-up donc, qui a vocation de vraiment changer la façon dont on consomme le mobilier. Pour moi, le bon projet, c'est tu cherches dans tes affinités personnelles et si tu arrives en plus à créer quelque chose qui à la fois fait du sens là-dedans et qui en plus te permet d'être viable, je pense que pour moi, ça c'est le combo parfait. Je me dis on résout un vrai problème. À l'époque on disait pas mal que voilà, un quart des boîtes font faillite à cause des problèmes de cash. Moi je l'avais vécu dans ma première boîte. Ouais, c'est un sujet qui me touche, c'est un sujet que j'ai envie de résoudre et c'est un truc qui peut aller loin. Pour continuer à faire face aux obstacles, pour avancer contre vent et marée, c'est de la passion. Moi quand je réfléchis à une boîte et à un problème, j'ai l'impression de me projeter dans un futur. Et donc je vois tous les bienfaits et donc c'est une vision quoi. Tant que ce truc là n'est pas au niveau de cette vision, je lâche pas quoi. Salut à toutes et tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Nouvel épisode, nouvel invité, mais toujours beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aïssa. Comment vas-tu? Super, et toi? Yes, en direct de Paname, et tu viens d'où? Bah écoute, je viens de Bruxelles là, mais je suis arrivé il y a quelques jours déjà. Bon, raconte-moi, on va parler de quoi pendant 1 heure? Spoiler, pas forcément de ta solution, mais qu'est-ce que t'as monté? T'as monté plein de boîtes en plus. Bah écoute, j'ai monté quelques boîtes, donc écoute, c'est un peu à toi de driver ce que tu as envie de savoir, donc je te laisse un petit peu. Ouah, ça s'appelle Dans la tête d'un CEO. Tu es CEO de quelle boîte à l'heure actuelle? De Enki, donc Qu'est-ce que Enki? Enki, c'est une start-up donc, qui a vocation de vraiment changer la façon dont on consomme le mobilier. Donc en fait, on propose du mobilier par abonnement orienté B2B, donc c'est-à-dire qu'on meuble des projets comme des bureaux, des hôtels, des restaurants, etc. Et tout ça par abonnement. Donc l'idée, c'est que tu ne possèdes plus ton mobilier, mais tu payes une mensualité pour pouvoir donc accéder au service, quoi. Ok, donc très clair. Merci pour la présentation d'Enki, mais non, on va pas parler que de ça. J'aimerais comprendre, tu as dit que tu as monté plusieurs boîtes avant. Quelques boîtes, tu as dit. Combien t'as... J'en ai monté 3. Bon, en réalité, il y a toujours des petits side projects par-ci par-là, mais on les compte pas vraiment. Je veux dire, les boîtes qui sont significatives, j'en ai monté 3. Ouais. Ok, c'était quoi à quel âge ta première? Alors, ma première boîte, je l'ai montée à 23 ans. How come? Donc, j'avais soif d'entrepreneuriat. Je pense que c'est aussi lié un petit peu à voilà, la situation familiale qui m'a, je pense, donné envie d'entreprendre. Donc, Tu peux en parler ou pas? Juste ouais, comprendre écoute, pour dire très rapidement, qu'est-ce donc en qui gros, t'a trigger? ma mère s'est retrouvée, donc moi j'ai 2 petits frères et donc ma mère s'est retrouvée seule avec 3 enfants. Donc ce qui fait qu'elle a dû, voilà, elle a eu un petit peu de mal à gérer tout ça toute seule et donc moi je suis l'aîné. J'allais te Donc ce qui demander. fait que voilà, j'ai été très vite confronté à devoir un petit peu devenir adulte et à aussi contribuer un petit peu aux besoins du ménage. Et donc j'ai fait plein de petits jobs par-ci par-là, voilà, en tant que serveur, caissier, et cetera. Je me suis vite rendu compte, en tant qu'étudiant, je me suis vite rendu compte que voilà, que ça allait pas être facile et j'avais vraiment envie de prendre, voilà, de pouvoir vraiment aider, contribuer et ainsi de suite. Mon père était entrepreneur aussi dans tout ce qui était, mode, donc il avait Ok. une marque de mode, donc j'ai vu mon père entreprendre avec, voilà, des hauts et des bas aussi. Et du coup, ça m'a quand même donné cette envie en me disant: «En fait, l'entrepreneuriat, c'est peut-être une voie pour moi qui peut me permettre, à la fois de m'accomplir et de contribuer finalement à, voilà, à résoudre un petit peu la situation familiale, à aider, et à contribuer donc financièrement, au ménage». Et je pense que ça a été ça mon 1er drive quoi, en fait, en me Il est disant financier du coup? comment? Le premier drive est financier du coup? Ouais, exactement et je pense qu'il y a un besoin de liberté aussi, de se dire, voilà, je pense qu'on a l'impression, avant d'être entrepreneur qu'on pense que l'entrepreneuriat, c'est la liberté, même si après on se rend compte qu'en fait, on doit rendre des comptes à tout le monde. Mais c'était quand même ça, aussi, de se dire, finalement, on peut un peu créer son propre chemin. C'est un peu le rêve américain, quoi, on se dit: en fait, tout est possible, à travers l'entrepreneuriat». Donc je pense que c'était un peu ça mon premier drive. T'as Pour fait le quoi coup, du coup à 23 ouais. ans? Pour le coup, c'était assez, je dirais, opportuniste, puisque à travers mes différents petits jobs, j'avais eu l'occasion de travailler pour un opérateur, télécom. Donc, en fait, je devais accoster des gens, qui passaient dans un espèce de mall commercial et je devais leur vendre des abonnements, quoi. Des abonnements téléphoniques, dire: «Ah voilà, vous êtes chez, je sais pas, Orange, C'est presque du machin, et cetera». porte-à-porte en fait, Donc non? c'est presque du porte-à-porte. Et puis du coup, j'ai commencé à me poser des questions parce que j'étais curieux, donc je posais des questions aux gens. Je dis: «Ouais, mais en fait, comment ça marche et tout? Qu'est-ce que le magasin gagne, quand, moi je vends un abonnement, machin et tout?» Et donc j'ai compris un peu toute la mécanique derrière et en fait, ils étaient payés donc à la commission et ainsi de suite.
Et moi, j'avais fait pas mal de petits jobs aussi commerciaux. J'ai senti que j'avais quand même une fibre commerciale. Et du coup, je me suis dit, mais c'est vrai, on est en pleine libération des opérateurs téléphoniques à l'époque en Belgique. Et donc, je me suis dit, ben, il y a vraiment une opportunité en fait de créer un truc là-dedans, surtout au niveau B2B. Et donc, j'ai en fait monté une boîte qui proposait donc, à des entreprises de pouvoir finalement switcher d'opérateur. Enfin voilà, donc en gros de vendre quelques, tu vois, donc voilà, d'avoir en fait une solution d'abonnement qui convient en tout cas à leur structure. Et donc j'ai commencé par là, j'ai commencé par le faire moi-même. Donc à moi-même téléphoner, aller voir les boîtes et ainsi de suite. Attends, il faut que je t'interrompe. Ouais. Il y a un truc, c'est trop drôle, tu dis: «J'ai commencé à le faire moi-même». À quel moment tu dis que tu peux le faire toi-même? À quel moment tu te dis que tu peux faire le job, tu vois, des gens qui t'embauchent, quoi, au final? Je sais pas, je crois que je me pose pas la question. Tu as Et la question là, quand tu posais, tu sais, tu voulais savoir, toi, en tant que vendeur, mhm. combien tu rapportais à la boîte et qui prenait sa com et cetera. Ouais, C'était quoi? Pourquoi tu voulais savoir ça? Est-ce que tu sentais déjà que tu étais, entre guillemets, «une petite main en fin de chaîne», je pense, ouais. mais que tu pouvais apporter plus de valeur autre part, quoi? Ouais. Surtout que ce magasin-là, en fait, pour vraiment dire toute l'histoire, c'était vraiment un magasin qui recevait des gens qui s'étaient censés faire de la promo. Donc nous, on était un peu des promo boys. Donc on venait, on était offert par, disons la maison mère, donc l'opérateur. Donc là, c'était Proximus, je sais pas, l'équivalent d'SFR, par exemple, Mmh. ici en France. Et donc, il leur offrait une journée d'un gars comme moi qui devait accoster dans tous les sens. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en une journée, j'avais vendu en fait l'équivalent de ce qu'eux, ils vendaient sur un mois. Et donc, les mecs en revenaient pas. Et puis, à la fin de la journée, il m'a filé un billet de 20 pour dire putain, merci, machin. Et puis, du coup, ça a commencé à tourner dans ma tête, quoi. Je me suis dit, voilà. Et en posant des questions, je me suis rendu compte qu'eux, ils gagnaient 10, voire, voire 15 fois Ouais, le montant en question, bien sûr. enfin, les 20 euros. Et du coup, je me suis dit, ah bon, quand même. Et je trouvais que c'était pas si difficile à vendre et ainsi de suite. Donc voilà, donc c'est En un peu fait, on comme t'a ça. renvoyé de la valeur. Exactement. Tu savais pas forcément, bon, il y a eu, ça a été matériel et financier, Ouais, tu as réussi à beaucoup vendre, mais même eux t'ont dit: «Oh putain, tu as l'air d'être une pépite». ouais, du coup, ils voulaient m'embaucher, etc. Mais bon, voilà, moi, j'avais un peu du mal avec. Enfin, je sais pas, j'avais vraiment ce besoin de liberté, j'avais envie de créer. Et tout de suite, je leur ai proposé un partenariat en leur disant, bah, moi, je vais aller vendre à des B2B, etc. Je vais ramener X contrats, parce que l'avantage du B2B, c'est que bah, tu as une boîte et puis ils ont 3-4 Entité. Mmh. entités ou enfin en tout cas des salariés et ainsi de suite. Donc il y a 3 abonnements et ainsi de suite. Ah OK, Et du coup, ouais, ça peut vite chiffrer, quoi. OK. Donc voilà, donc j'ai fait ce premier partenariat avec eux, puis disons, bon, le partenariat avec eux a pas trop bien marché, donc j'ai trouvé un autre partenaire qui était encore mieux. Et du coup, assez vite, j'ai réussi à quand même atteindre des chiffres assez impressionnants. Je crois qu'au bout du premier, deuxième mois, je faisais genre 15-20 000 euros donc d'équivalent en commission, tout seul. Et puis après, ben, je me suis dit: «Comment je peux automatiser ça? Comment je peux comment dire? M'accélérer, quoi?» Donc du coup, j'ai recruté une première personne qui prenait mes rendez-vous, donc qui téléphonait et cetera. Moi, j'allais au rendez-vous, du coup, ça allait encore plus vite. Elle préqualifiée, en fait? Voilà, préqualifié et cetera. Et donc du coup, bah, ça me faisait gagner du temps. Et puis au fil du temps, en quelques années, en fait, c'est vite devenu une boîte, bah, assez importante, puisqu'au bout de 3 ans, on s'est retrouvé 150 personnes. À 2, vous faisiez combien? Je La pense qu'à première 2, employée. je crois qu'on devait faire peut-être par mois, je sais pas, 25-30, tu vois? Donc on avait réussi à multiplier par 2 ce que moi je faisais tout seul. Hem Et puis, ben, voilà, ouais, donc lui, il me coûtait forcément pas 15 000 €, donc c'était assez rentable. Et je me suis dit: «Ben, ce truc-là, on peut le démultiplier». Savoir juste, même tout seul 15 K, combien vont dans ta poche? Je sais pas comment c'est en Belgique, les taxes? Bah, écoute, c'est de l'argent brut, un peu comme quand tu es indépendant. Donc grosso modo, bon, dépendant de ta fiscalité, on va dire la moitié, quoi. Ouais, mais donc c'est bien, quoi, tu vis bien quand même Ah ouais, avec ouais, cette 8 K. clairement. Mais pour moi, à ce moment-là, je me pose pas la question de me dire: «OK, je gagne 7-8 K, c'est bien», voilà. Je me dis juste: «OK, ben, comment je fais pour investir cet argent pour faire plus?» OK. Parce que j'avais vraiment ce rêve d'entreprendre plus grand, quoi. C'est Et donc prendre des risques, parce que finalement réinvestir cet argent, ça veut dire aussi, du risque, quoi. c'est quoi le plus grand quand tu dis? C'est quoi? C'est faire plus d'argent ou c'est au contraire embaucher des personnes? C'est avoir plus d'impact? Ouais, je pense que d'un côté, je prenais
forcément, il y avait le côté de gagner plus d'argent, mais il y avait aussi le côté de je prenais plaisir, en fait, à travailler avec des gens. Tu vois, par exemple, la première personne, le fait de l'avoir formé, le fait de voir qu'il est parti de zéro, il avait jamais fait ça, et puis qu'il arrivait à être fluide, à prendre des rendez-vous, à être efficace, que j'arrivais à le motiver, bah, c'était un truc qui me motivait, quoi. Et donc, du coup, j'avais envie de le faire plus, j'avais envie de recruter plus de monde, et voilà, donc je rêvais grand, quoi, en fait. Et tu te sentais légitime ou tu avais les épaules, en tout cas à 23 ans? Ouais, Bon, ouais. ouais, vraiment, je me posais pas de questions. Je me suis dit, je vais, et voilà, je regardais pas trop en arrière. Je me disais juste, ok, je continue, il y a encore du chemin, je continue, quoi. Tu disais en 3 ans, 150 personnes, c'est ça? Ouais. Bon, évidemment, je skip des étapes, mais il y a eu des négociations que j'ai faites avec le. Donc, je suis passé du coup à un moment donné en direct avec l'opérateur parce qu'il comprenait pas comment un petit magasin dans un village faisait autant de chiffres et ainsi de suite. Et donc, du coup, je suis passé effectivement directement chez l'opérateur, et j'ai aussi, je leur ai vendu mon ambition, et donc du coup, ils ont aussi, comment dire, mis des budgets à notre disposition pour qu'on puisse vraiment faire grossir la structure. Et c'est ce qui a fait que, voilà, assez vite, on a atteint 150 personnes. Donc j'ai vraiment mis en place plein de process de recrutement, de formation. Donc c'était vraiment très processé. Donc on avait les gens vraiment qui téléphonaient, qui prenaient les rendez-vous, les gens qui allaient les exécuter, signer des contrats, puis il y avait tout le back-office pour gérer les contrats. Enfin, Tu avais une sorte de méthode en interne quand tu dis les process, le plus important c'était de transmettre une sorte d'information que tout le monde puisse avoir? Ouais, en gros, c'était industrialiser ce que moi j'avais réussi à faire à ma petite échelle, etc., à une beaucoup plus grande échelle, quoi. Et tu t'es pas heurté à des moments où tu t'es dit: «OK, en fait ça c'est facile pour moi ou c'est logique, mais mon cerveau il fonctionne peut-être pas comme les autres», tu vois? Il Ouais, y a pas eu des petits trucs clairement, comme ça? si, et enfin, je veux pas paraître, comment dire, péjoratif vis-à-vis des gens comme ça, mais c'est vrai que j'avais l'impression que tout le monde pensait comme moi. Donc parfois, je prenais quelqu'un, je dis ouais, tu vois, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Et ils voient pas la Et puis logique en fait. ils Ouais. voyaient pas du tout, et je me suis rendu compte, ok, c'est pas si simple en fait, manager des gens, Bah, enfin c'est voilà, tu vois, s'adapter, ouais. voilà, c'est s'adapter. Chacun fait les choses par rapport à des motivations différentes, par rapport à voilà, son propre prisme, et du coup, je me suis vite rendu compte, bah oui, mon prisme n'est pas celui d'un autre, et donc là où moi je vois peut-être certaines possibilités, d'autres le voient pas, ou d'autres en voient d'autres, et donc il faut tenir compte de ça. Donc pour moi, c'était un apprentissage accéléré, parce qu'en plus à l'époque, on n'était pas dans un écosystème un peu. On est en Belgique, Ouais, bah, on est en genre, je sais pas, 2008, enfin 2007-2008, enfin tu vois, start-up et tout, c'était un monde, les c'était levées aux de fonds, ça US et parlait pas de ça. compagnie, les levées de fonds, voilà, c'était en gros, tu t'associais avec quelqu'un, il mettait 50 000 euros, il prenait la moitié de ta cap table. Enfin, donc c'était pas du tout, on n'était pas dans ce mindset-là, quoi. Euh, et donc c'est vrai que c'était un peu par la force des choses de monter une boîte comme ça, avec autant de gens, en si peu de temps, bah, c'était peu commun, quoi. 150 personnes, vous arrivez à faire combien de CA? Ouais, je crois que dans notre max, on était autour des, je sais pas, entre 5 à 8 millions à peu près. 5 à 8. OK. Ouais. Alors, c'est quoi la fin de cette boîte? Bah écoute, la fin, c'est que il y a Mais vois, eu. c'est la Non, deuxième non. fois que je te vois tenter et je te repose une question. Là, je vais broder. En fait, je vais t'emmener sur les vinyles après, mais ça, c'est la parenthèse. J'ai complètement oublié de Non, te c'est parce que demander. quand je pars, en général, je suis très focus, et du coup, j'ai un flot d'idées qui vient. Mais donc, du coup, il y a eu la crise, en fait, 2008-2009, donc grosse crise financière, qui a fait que ces opérateurs-là ont eu très peur. Et donc, ils ont vraiment coupé massivement dans tout ce qui était budget marketing, et ainsi de suite. Combiné au fait qu'il y a eu un nouveau directeur, en fait, de cette unit qui est arrivé, qui voulait montrer qu'il savait faire. Et donc, il a Il va coupé, tout coupé, chambouler, coupé dans les budgets. Et en fait, il a tué une grande majorité donc de ses distributeurs, puisque nous, on était un des distributeurs, je pense le plus gros même à l'époque. Et, et du coup, ils ont fait plein de changements dans les contrats qu'on avait, sur les commissions et tout, en gros, pour réduire au max les budgets. Donc moi, je me suis retrouvé dans une situation où ben, je gagnais vraiment beaucoup d'argent, à une situation où ben, j'en perdais tous les jours, avec en fait une masse salariale qui elle, n'avait pas bougé, quoi. Et donc j'ai essayé de sauver la boîte, j'ai vraiment coupé dans les dépenses, malheureusement dû licencier des gens, et comme on est dans une dynamique commerciale où en fait le moral des gens est hyper important, Bien donc sûr. c'était un Là, combat quand même très très compliqué. la société te dit il n'y a pas d'argent. J'ai l'impression que même quand on parle d'inflation, on en parle avant qu'on le voit nous. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc il y a un Exactement. effet presque placebo. Je vais- Et donc du coup, bah, j'ai vraiment essayé de sauver la boîte quand même pendant longtemps, parce que je suis pas quelqu'un qui lâche facilement. Mais bon, au bout du compte, je me suis rendu compte, voilà, c'est un combat perdu.
eux, ils collaboraient pas trop, ils comprenaient pas trop, voilà, qu'il fallait nous aider à redresser le tir. Puis au bout d'un moment, bon, bah, j'ai arrêté simplement, cette entreprise, quoi. Tu dirais que les business qui dépendent de d'autres business, Mmh. ce qui était un peu ton cas, et vraiment quand je dis dépendre, c'est que s'il y en a un qui s'arrête de vivre, ton business est à plat. Ouais. Ça a été des red flags pour toi dans tes prochains business? Ça a été genre tu t'es dit plus jamais? Ouais, je pense quand même parce que je me suis effectivement rendu compte que parce que bon, on me dit parfois: «Voilà, est-ce que tu as fait des erreurs et tout?» Moi, je suis quelqu'un qui essaie de regarder les choses en face, de me dire: «Bon, Mmh. moi, je vais pas me voiler la face, je vais pas, me dire que c'est que des facteurs externes». Donc j'essaye d'être, comment dire? Objectif là-dessus et je me suis dit que fondamentalement dans le business en lui-même, je pense qu'on a été bon parce qu'on avait vraiment des performances, élevées par rapport même à d'autres partenaires, qui étaient similaires. Par contre, si j'ai bien fait une erreur, c'est clair que je dépendais à 100 de ce business-là et que du coup, ben, ils avaient un peu un droit de vie ou de mort sur mon business, quoi. Donc aujourd'hui, effectivement, j'essaie vraiment de penser à des business qui ont une indépendance ou en tout cas, c'est un peu comme dans l'investissement où tu as un peu un effet de portefeuille et donc je pense que dans un business, c'est sain d'avoir cet effet de portefeuille et d'éviter d'avoir, je sais pas moi, des trop gros clients ou Pas voilà et tes œufs dans le même panier, quoi. Exactement. Je voulais te poser cette dernière question là-dessus. Tout à l'heure, tu parlais tu parlais du fait que tu as commencé à bosser avec un intermédiaire qui, lui, bossait avec l'opérateur, puis ensuite tu es passé en direct avec l'opérateur, puis ensuite tu as changé d'opérateur. Ouais. Je suis assez curieux de comprendre, est-ce que tu as dû faire appel à des gens? Comment tu as appris à parler à ces gens? Et je m'explique, c'est du costard-cravate, j'imagine, ou c'est quand même des gros contrats? Mmh. Il a fait le moine dans le business un petit peu Ouais, parfois? Vous avez quoi? alors ça a été dur, hein, parce qu'évidemment les partenaires en question, ils voulaient pas me lâcher. Parce que j'étais quand même, j'étais pas la poule aux œufs d'or, mais presque quand même. Donc Tu c'est pas sentais que tu avais évident. le bargaining power, toi, ou? Bah, ouais, en fait, c'est quand même ce qui s'est passé. Donc à un moment donné, moi je disais au partenaire: «Écoute, voilà, ça fait 1 an et demi que en gros je bosse sous toi». Donc lui, il avait une commission, mais la commission, il l'avait pour ne rien faire en fait. Il avait juste parce qu'à l'époque, pour être, distributeur en fait des solutions télécom auprès des opérateurs, il fallait souvent avoir un magasin physique. Mmh. Nous, ben, la particularité qu'on avait, c'était qu'on était sur la route et on n'avait pas de magasin. On était vraiment en, en commercial, donc sur le terrain. Et du coup, ils ont vraiment, comment dire, enfin, c'était pas possible d'avoir une licence, si on peut dire, avec ces opérateurs sans un magasin. Donc c'est pour ça que j'ai dû passer par eux. Mais à un moment donné, le chiffre qu'on faisait était tellement gros par rapport à un petit magasin de campagne que ça devenait ridicule, en fait, les commissions qu'ils empochaient. À la limite, je pense que je lui faisais gagner 3 fois son chiffre d'affaires de son magasin juste Ouais. parce qu'il avait ce deal-là avec moi, quoi. Et donc à un moment donné, j'ai été voir l'opérateur parce que moi, je voyais aussi les limites en me disant: «Mais en fait, si j'avais cet argent, je pourrais investir plus». Et j'étais quand même quelqu'un qui investissait beaucoup dans l'équipe, la formation des gens. Ouais, c'était pas de l'argent en moins dans ton portefeuille que tu voyais. C'était Non, un je voyais manque, vraiment, voilà, comment on peut investir, comment on peut consolider, comment on peut mieux mmh. former les gens, comment on peut, voilà, faire évoluer, le truc, distribuer plus de produits. Du coup, je suis allé voir les opérateurs en disant, «Bah, écoute, voilà, moi, en fait, derrière lui, il y a moi, donc c'est moi qui fais tout ce chiffre-là. Est-ce qu'on peut trouver un deal?» Et aussi à l'amiable, vis-à-vis du magasin en question. Évidemment, voilà, c'est toujours humain de vouloir conserver, de se dire: «Bah, non, on a un contrat», et cetera. Et donc il y a eu un espèce de bras de fer. Au début, ils m'ont dit non. Donc l'autre a insisté en disant: «Bah, non, c'est pas logique et tout», donc ils m'ont dit non. Puis moi, j'ai dû donc faire jouer un petit peu la menace en disant: «Bah, si ça va pas avec vous, moi, je prends ma force de vente et je vais vendre pour d'autres». Donc il y a eu un peu un bras de fer où j'ai fini devant, pas le CEO, mais en tout cas, Ah, enfin tu un as une très haut go niveau forte, de quoi. la boîte. Mmh. Et il y a eu vraiment un rapport de force, quoi, OK. où le gars nous a dit, ben, «Faites-nous chacun votre pitch, quoi». Ah, en mode appel d'offres, ah, OK. Et puis moi j'ai dit, bah, l'autre a dit: «Oui, non, voilà, on a un contrat, nin nin». Puis bon, moi j'ai dû vendre mon truc en disant: «Bah, en fait, c'est nous qui avons fait tout ce chiffre et machin». Et du coup, bah, au bout du meeting, en fait, le gars, il a dit: «Bon, bah, écoute», il a dit à l'autre: «Écoute, désolé, mais voilà, je peux pas ne pas accepter». Et c'est pas parce que tu étais un bon vendeur, hein? Bah, après, je crois que c'était la force des chiffres, honnêtement, à un moment donné, voilà, je pense que c'est pas la cravate ou la présentation ou, c'est vraiment les chiffres, là, je pense, qui ont parlé. Et le fait qu'on avait quand même déployé une structure qui enfin, eux, ils avaient pas trop vu ça. C'est quoi le nom de la boîte? J'allais dire Ça en mode s'appelait Genesis, donc comme c'était ma première boîte, je l'avais appelée, comme ça. la genèse. Bon, bah, Genesis, on ferme le chapitre. Petite Mmh. question. Derrière toi, il y a 2 vinyles. Je t'ai demandé, voilà, c'est mon nouveau petit kiff, de choisir, les vinyles,
Il y en avait quelques-uns là que j'ai ramenés. Pourquoi tu as choisi? Donc, pour ceux qui nous écoutent, il y a un album de Daft Punk et un autre de Snoop Dogg. Bah écoute, je vais commencer par Snoop Dogg. Écoute, Snoop Dogg, c'est un petit N'hésite peu. pas à bien parler dans le micro. Ouais, bah écoute, Snoop Dogg, en gros, c'est. Je sais pas, je l'ai connu depuis que je suis petit. J'ai l'impression qu'il est toujours là, il bouge pas. Il a sorti un nouvel album là. Voilà, donc je me dis, en fait, le gars, c'est vraiment. Tu vois, on dit souvent en start-up, c'est pas un sprint, mais c'est un marathon, tu vois. Et donc, j'ai l'impression que lui, il a vraiment eu cette consistance, cette constance, et ainsi de suite. Et voilà, puis il y a un peu le côté nostalgique, tu vois, où voilà, Snoop Dogg, C'est c'était un l'enfance. peu les premiers rap américains, et ainsi de suite, qu'on avait, quoi. Donc voilà. Et Tuffer, Et Daft écoute, Punk, gros Daft Tuffer. Punk, je pense que j'ai toujours été fasciné par un peu je sais pas, leur façon de faire, le côté, les effets, tu vois, qu'ils rajoutaient avec la lumière, le fait qu'ils ont un peu caché leur identité pendant un certain temps, et ainsi de suite, le fait que c'est un style totalement différent. Donc je me dis, voilà, c'est des gens qui ont su innover dans leur domaine et qui ont créé un truc dont tout le monde, voilà, dont tout le monde se rappelle, alors que moi, je n'étais pas forcément dans ce genre de musique à l'époque. Mais voilà, Daft Punk, je connais, quoi. Quelle culture. Bon, merci. Et quelle transition. On va parler d'innovation, justement. Je vais te parler d'innovation. Toi, à titre perso, tu as monté une deuxième boîte, puis ensuite tu as monté une qui, je veux savoir. On n'est pas obligé de parler vraiment longtemps de cette boîte, mais Mhm. qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Qu'est-ce qui a trigger tes choix sur ta boîte d'après, quoi? Mm. Bah écoute, je dirais que là, c'est un peu un mix de choses. Donc, puisque ma deuxième boîte, pour expliquer un peu, donc s'appelle EDBEX. Donc, EDBEX, c'est une des premières fintech en Europe. Et l'idée, c'était, Quelle année? ça date de 2012-2013. Ok. Et donc, l'idée, c'était un peu le début du crowdfunding, tout ça. Donc, c'était surtout orienté equity à l'époque, le crowdfunding. Et moi, j'avais quand même Un certain compte de Henk. Ouais, Exact. j'avais un vrai problème, en fait, que j'avais vécu dans mon expérience précédente. C'était que, au-delà de tous les problèmes que j'ai cités, on était payé avec des longs délais, mais vraiment genre 2-3 mois, quoi. Mais du coup, 2-3 mois sur une boîte qui fait 5 à 8 millions, bah, parfois ça peut représenter vraiment des sommes astronomiques. Et moi, bah, derrière, j'avais vraiment des employés à payer tous les mois. Donc ça avait marqué donc l'enjeu de BFR et ainsi de suite. Besoin de roulement. Exactement. Ah, les cours de finance. Et du coup, bon, après, j'ai fait de la consultance. Donc, une fois que j'ai dû arrêter cette boîte, bon, j'avais acquis pas mal d'expérience quand même sur, on va dire, du management, puisque très vite, il fallait passer de moi tout seul qui allait vendre à manager des équipes avec différents niveaux de management, et ainsi de suite. Donc, mon boulot day-to-day, il était très différent. Gérer des BU, voilà, où on avait vraiment créé des BU avec des gens qui avaient leur PNL et tout. Donc, c'était assez poussé le niveau qu'on avait atteint. Et du coup, j'ai fait de la consultance et par hasard, voilà, dans des événements de networking, je rencontre un gars qui commence à me parler finance, qui lui c'était un CFO donc il accompagnait des boîtes pour tout ce qui est finance, donc un CFO on demand. Et il commence à me parler un peu d'une idée qui se rapproche de l'idée finale donc de Debex. Et moi, je lui parle un peu de ce que j'ai fait et ainsi de suite. Et puis très vite, on décide de s'associer. Et du coup, pour moi, ça faisait beaucoup, beaucoup de sens, finalement, de permettre aux entreprises qui ont justement un besoin en fonds de roulement important et donc des clients qui payent avec des délais relativement longs, bah, de leur trouver une solution pour qu'ils aient leur cash tout de suite, quoi. C'est de la facturage ou C'est de de la la vente? facturage, exactement. Donc, c'est de la facturage, mais basé sur un modèle de crowdfunding. D'accord, Et donc ça veut donc, dire que l'argent qui est prêté est levé auprès des particuliers. ouais, alors à l'époque, c'était pas des particuliers parce que c'était assez compliqué. Il fallait que, en gros, on faisait une cession de la créance. Donc, la créance, c'est le titre, du coup, lié à la facture de vente qui a été émise. Dette, quoi. C'est la dette. Et donc, on ne pouvait à ce moment-là que faire investir des entreprises. Mais donc, une entreprise, ça peut aussi être un freelance ou un consultant, ou, etc. Donc, il fallait quand même un numéro de TVA ou en tout cas une entité juridique voilà, distincte. Et ça a très bien marché. Donc Mais le concept, c'était. ok, donc c'est que des. Tu veux dire, excuse-moi, mais quand je dis ça, c'est en fait en France, c'est les auto-entrepreneurs, c'est des gens qui ont au moins un statut juridique.
Ouais, c'est ça. C'est ça, OK. Mais ça Ouais. intéresse les personnes Tu peux, physiques derrière. oui, mais tu peux pas être un particulier, parce que si tu investis en tant que particulier à ce moment-là, il y avait, tu peux pas, par exemple, tu peux pas, on peut pas te céder une créance. Mmh. Et donc, il y avait toute une Ça pour même mécanique. recours juridique Voilà, derrière. exactement. OK. Donc il y avait toute une logique qui faisait que c'était pas possible d'ouvrir ça, aux particuliers, en tout cas dans la manière dont on le faisait. Parce qu'en fait, l'investisseur devenait vraiment propriétaire de la dette en question. Donc imaginons demain, tu as Carrefour, par exemple, qui te doit 20 000 €. Toi, tu es notre client, donc tu viens financer tes 20 000 € en les mettant sur la plateforme. Eh bien, ces 20 000 €, du coup, donc cette dette, elle est vraiment transférée à l'investisseur, qui lui vraiment devient propriétaire de cette dette, quoi. Et lui, il te l'a acheté au final. Donc on était vraiment dans un système d'achat-vente, pas dans un système de financement à proprement parler, parce que bon, ben, de nouveau, on était au début du crowdfunding et tout, donc il n'y avait pas encore de règles bien spécifiques. Quand tu Donc, dis achat-vente, ça veut dire que tu bear the risk, ça veut dire pendant un moment, c'est toi, ta structure qui va prendre le risque et ensuite tu vas le dispatcher auprès des, pas particuliers, mais en crowdfunding. ouais, bah, ça veut dire que je te cède vraiment le titre financier, parce que finalement, Mais tu l'as possédé toi à un moment ou pas? Oui, bah nous, non. 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 Donc en fait, c'est une marketplace plutôt, non? Ouais, C'est exactement. faire... Ok, d'accord. Ouais, totalement. Ok. Et donc on a fait ça, ça a eu énormément de succès. Au début, on était convaincus qu'on allait avoir beaucoup de mal à trouver les investisseurs, parce qu'on se disait, bon, bah, trouver de l'argent, c'est difficile. Et en fait, c'était totalement l'inverse. Donc on s'est rendu compte qu'en fait, de l'argent, il y en avait pour investir. Et que la difficulté résidait vraiment à trouver en fait, ben, les gens qui avaient les bonnes factures, auprès des bons débiteurs et ainsi de suite, puisqu'on ne pouvait pas non plus prendre n'importe quelle dette. Et donc ça devait être des dettes quand même, voilà, où on sait qu'il y a des chances de recouvrement élevées. C'était quoi le... Il y avait des montants max ou c'était en fond... C'est quoi en fait? Ouais, Tu regardais la bah, solvabilité ça existe des... toujours, hein, en fait, et ça n'a pas trop changé, je pense, au niveau Ouais. du modèle. Donc on commençait à partir de 5 000 €, donc il fallait que ta facture fasse au moins 5 000 €. Et après, je crois qu'il n'y avait pas de limite, Ah ouais. mais ouais, donc on avait jusqu'à 100 000 €, et puis on a mis, donc au-delà de 100 000 €, donc là, il fallait qu'on investigue un peu plus, mais il n'y avait pas vraiment de limite, voilà. Est-ce que la strate de crowdfunding, elle a été pour pallier à la levée de fonds ou est-ce que vous aviez levé des fonds? Alors, on avait levé des fonds, Quand même. Pour ouais, votre besoin, pour pour notre roulement. besoin à nous, effectivement, et puis pour atteindre le niveau où finalement on faisait assez d'opérations pour que, ben, ce soit rentable, et qu'on puisse payer la structure. Mais non, en fait, en gros, de toute façon, Ouais, sinon vous seriez allé voir une banque en fait, normalement, pour oui, qu'elle mais s'adosse à vous. ouais, mais le truc, c'est que Vous de nouveau, adossez à elle. la problématique qu'on résolvait, c'est que les banques, quand elles prêtaient de l'argent, par exemple, même sous forme d'affacturage, elles vont regarder en fait ta solvabilité à toi, par exemple, en tant qu'entreprise. Même si tu as des gros clients comme Carrefour, elles vont juste regarder ta solvabilité. Elle va pas celle de tes Voilà. clients. Et nous, Ok. on va dire l'innovation qu'on avait à ce moment-là, c'est qu'on regardait, tiens, bah, il a Carrefour, etc. Dès qu'il y a une cession de créance, c'est pour ça qu'on a mis en place ce système de cession, bah, nous, en fait, c'est Carrefour qui est important pour nous. Bien sûr. Et donc, du coup, il n'y avait pas de Carrefour qui modèle. doit de l'argent à ton client, on est d'accord, hein. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, du coup, si nous, notre client nous donne le droit d'aller récupérer cet argent chez Carrefour, bah, du coup, on est sécurisé, quoi. Et ça, c'était une innovation qui était à l'époque, voilà, qui était unique et qui nous a permis finalement de mettre en place ce modèle. Mais du coup, voilà, les banques, tout ça, ils y comprenaient rien. Enfin, voilà. Et en plus, comme il y avait vraiment cet avènement, on va dire, du crowdfunding, où c'était un peu une mode, que de plus en plus les gens voulaient investir dans des trucs comme ça, bah, on s'est dit pourquoi pas le faire comme ça. Voilà, c'est un modèle qui est sympa. C'était quoi le Donc, rendement que vous promettiez? ouais, alors on proposait environ 1 à 1,5%, donc sur chaque facture, et la durée en moyenne d'une facture, c'était entre 2 mois à peu près. Donc c'était très beau rendement. Ouais, je Au me rends début, pas ouais. compte à l'année, mais c'est mieux que le Aujourd'hui, livret A. voilà, bon, comme je te dis, ça a été hyper successful. Aujourd'hui, c'est une boîte qui a financé plus d'1 milliard de... À mon avis, ils sont pas loin d'1,5 milliard. Bah, Là, fast j'ai forward, suivi. c'est quoi la fin de cette boîte? Et je vais te Bah, laisser la fin de cette l'intro. boîte, c'est qu'à un moment donné, Ouais. en fait, on est sorti, donc on a eu des investisseurs qui ont racheté, puis des personnes qu'on a recrutées, donc c'est un peu un management buyout, si on peut dire. Donc il y a des gens Jeu qu'on d'essai de avait famille. recrutés voilà, qui ont repris la boîte, et donc en fait, Ok. nous, les fondateurs d'origine, on est sortis, donc on a fait un bel exit sur ce projet, et la boîte continue d'exister aujourd'hui, continue de grandir. Donc pour moi, c'était un succès, on va dire, après
mon échec, si je peux dire comme ça, de ma première boîte. Tu trouves que c'est un échec ta première boîte? T'es monté à Non, bien 150 sûr, mais personnes. c'est-à-dire que c'est pas un échec. Moi, je le prends pas comme un échec personnel dans ma vie entrepreneuriale. Je pense que C'est- statistiquement, en fait, c'est normal, à la limite. Surtout pour un Et business limite, descendant. ouais, je pense que c'est même une bonne chose de vivre ça jeune dans son parcours entrepreneurial. Mais voilà, je veux dire, aux yeux de tous, bon, j'ai quand même dû déposer le bilan, voilà, donc c'est pour ça que je dis ça comme ça. Mais voilà, pour moi, c'était en tout cas un succès, je dirais, après cette première expérience. Parce que voilà, il y a quand même le jugement des autres. En plus, on est en Belgique, on a une époque où, tu vois, faire faillite, etc., ça reste encore tabou, même encore aujourd'hui, je pense, hein, dans Ok. beaucoup de. Tu vois, aujourd'hui, tu vois, on parle beaucoup Très bien vu. d'entrepreneuriat en se disant, ouais, en fait. En Belgique aussi, on Euh, en parle beaucoup plus qu'avant. Ouais, aujourd'hui, je dirais que les mœurs sont un peu évoluées et finalement, c'était, voilà, je veux dire, on a plus droit à l'erreur. Mhm. Avant, il y avait un peu cette mentalité un peu punitive où en fait, bah, faut pas échouer. Donc, en fait, en Belgique, tu avais beaucoup de gens, quand ils étaient successful, on dit, bah, en fait, ce qu'ils font, c'est ils sont adulés. Et puis, bah, le jour où ça marche Ouais. plus, bah, en fait, ouais, c'était nul. En fait, on le savait. Là. Donc, parfois, tu as un peu En ce fait, type on a de. les mêmes. Malheureusement, tu as un peu ce type de mentalité et je dirais que c'était encore plus fort à l'époque. Et aujourd'hui, ça évolue et tant mieux parce que bah, du coup, ça aide, je pense, les gens à se lancer. Parce que bon, il y a quand même, je pense que se lancer dans l'entrepreneuriat, pour certaines personnes, ça fait peur. Et donc, je pense Oui, que c'est fair enough. important voilà, de démystifier tout ça et de se dire, bah, en fait, c'est un peu normal de devoir un peu essayer. Et c'est comme tu apprends un sport, je sais pas moi, tu fais du patinage à glace, par exemple. Bah, c'est normal que tu vas tomber quelques fois avant de pouvoir réussir à faire des trucs compliqués, quoi. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est un peu ce processus-là aussi. Moi, justement, c'est une superbe intro. Euh, Avant de parler d'Enki, j'aimerais comprendre une chose. Je n'avais pas capté que tu le voyais comme un échec. Mais qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, tu parlais de consultance. C'est du Non, conseil, honnêtement, du je ne vois pas consulting. comme un échec, mais je veux dire, techniquement, vu que voilà, Oui, la non, boîte n'a pas fonctionné, et puis j'ai dû déposer le par rapport bilan. à ta deuxième boîte, c'est sûr que, Ouais. en tout cas, ton compte en banque disait que c'était une réussite, la deuxième, si j'ai bien compris. Question toute simple, comment tu as réussi à enchaîner déjà, bon, je comprends que tu aies fait du conseil, mais surtout remonter une boîte. Donc, ça veut dire que quand tu rencontres cette personne à cette soirée de networking ou autre, mais ton cerveau, il est alerte, il est ouvert, il est Mhm. en mode, ok, je cherche une nouvelle boîte. Ouais. Et quand tu revends des millions, parce que je suis sûr que c'est des millions, même si tu vas pas nous le dire, mais pourquoi tu vas remonter une... Qu'est-ce que tu cherches dans ça? Et là, je sais, Bah, je pense que après chacun entreprend peut-être pour des raisons différentes. Moi, personnellement, ce que je me suis rendu compte, c'est que effectivement, quand tu es un peu dans. C'est un peu tu sais, le truc de la pyramide de Maslow, où tu as les besoins primaires, et puis au plus que tu montes, bah, au plus que tu arrives à des besoins plus complexes et du coup secondaires. Je pense que, en tout cas pour mon cas, ça s'est appliqué un peu comme ça, c'est de se dire, bon bah là, j'ai besoin de me reconstruire, j'ai besoin d'argent, et donc c'est un élément qui est prépondérant et qui est quand même important dans le fait de se dire, ok, je vais monter une boîte, et c'est le seul moyen finalement de réussir à un petit peu passer le cap, sachant que ben, j'avais un petit peu des séquelles de cette première boîte, hein, donc du coup j'étais ressorti de là avec quelques dettes privées et ainsi de suite, et donc du coup je me suis dit bon ben, il faut que je me refasse quoi, entre guillemets, et donc il y a cette première motivation, mais très vite, une fois que tu passes le cap et que vraiment t'es dans un truc où c'est plus ça le sujet, bah, c'est là où je pense que tu te retrouves avec ton vrai moi, quoi, si je peux dire ça comme ça, où tu commences à dire ah, qu'est-ce qui est important pour moi, en fait, pourquoi je fais ce que je fais. tu t'es découvert dans ta première boîte. C'est ce que tu es en train de dire? Ouais, parce que même dans ma toute première boîte, j'avais très vite des aspirations de voilà, comment je fais pour faire grandir tout ça. J'étais très très orienté leadership. Je motivais beaucoup mes équipes, j'investissais beaucoup, je leur donnais des bonnes conditions de travail. Enfin, c'était des trucs qui étaient vraiment importants pour moi. Et je réfléchissais, ben, what's next en fait. Où est-ce que je pourrais retrouver ça? Voilà, et comment je Ouais. peux faire, voilà, comment je peux aller plus loin, comment je peux avoir plus d'impact. Et donc, je pense que j'ai toujours eu cette mécanique, quoi. Et C'est quoi le métier là de tout ce que tu me définis? En fait, j'allais te dire, ok, donc il n'y a aucun moment où tu t'es demandé que tu voulais être salarié, mais je crois que la réponse est oui. C'est quoi le métier qui se rapproche le plus de ce que tu viens de décrire de l'entrepreneur?
Alors là, j'en ai aucune idée, franchement. J'ai Je sais l'impression que pas, c'est peut-être l'indépendant qui, enfin, je sais pas, genre, tu vois, des trucs très créatifs, ouais, un truc style, artistique. je suis architecte, machin. Je choisis mes projets, Ouais, voilà, tu vois, je pense j'ai mes qu'aujourd'hui, il y a des partisans. gens aussi qui font ça, tu vois, dans le freelancing. Aujourd'hui, tu as beaucoup ça, des gens qui sont nomades, etc., qui cherchent du coup liberté et quand même bien gagner leur vie. Donc, je pense que c'est peut-être ce qui se rapproche un peu de Et l'entrepreneuriat. c'est quoi la diff avec, dans le freelancing? Ce serait quoi peut-être la différence avec un CEO de même 150 ou même 10 personnes? Bah après, ça dépend. Si tu es CEO de 10 personnes parce que tu as envie d'avoir une boîte et que cette boîte, pour fonctionner, elle a besoin de 10 personnes, pour moi, c'est une vision. Et puis, si tu essaies de résoudre un problème réellement avec ta boîte, bah du coup, le nombre de personnes, il compte pas, quoi. Ouais, ok. Et je pense que moi, je suis plus dans cette étape-là, quoi. En fait, je me dis, dès que je commence à aller un petit peu loin dans un projet, je commence à avoir un peu comment dire, des questions un peu existentielles en me disant, ben, pourquoi est-ce que ça fait du sens? Qu'est-ce que Il j'ai faut envie que ça fasse du d'accomplir, hein, sens à voilà. 10, mais à 500 employés aussi pour Ouais, c'est ça, en ouais, fait. faut pas qu'à 500 tu dises: «Bah, Ouais. on a atteint le plafond, il y a pas besoin de plus». Ouais, et ce qui m'a attiré dans ce deuxième projet aussi, c'est pas que le fait que, ok, il y a moyen de faire de l'argent et du coup je peux me refaire, entre guillemets, mais c'est aussi que je me dis on résout un vrai problème. Le BFR, en tout cas pour beaucoup de boîtes, à l'époque on disait pas mal que voilà, un quart des boîtes font faillite à cause des problèmes de cash. Moi je l'avais vécu dans ma première boîte et donc il y avait ce sujet qui m'avait touché en me disant ouais, c'est un sujet qui me touche, c'est un sujet que j'ai envie de résoudre et c'est un truc qui peut aller loin. Et donc j'ai toujours été attiré par ça dans les boîtes que je faisais parce que j'ai eu d'autres opportunités de faire d'autres boîtes qui pourraient être peut-être bien plus rentables et moins complexes aussi en termes d'exécution. Tu peux me donner un Mais ça exemple? m'excite pas, quoi. C'est quoi Je suis une pas des genre... idées de boîte où tu ouais, t'es dit: par «Ouais, je exemple, note»? j'ai rencontré des gens qui étaient dans la cigarette électronique, pour donner un exemple, et qui disaient, voilà, ouais, la cigarette électronique, c'est un marché énorme, comme voilà, il y avait beaucoup de campagnes anti-tabac et Bien compagnie. sûr. Du coup, ça a été un marché énorme et ainsi de suite. Et donc, voilà. Et ça, même si on disait, voilà, il y a des BP qui montrent que ce truc peut représenter des millions et des Et ça milliards. l'est devenu, hein, en vrai. Exact. Exact. Ça a une place Mais ça tellement m'excitait énorme. pas. Je me disais, ok, bon, est-ce que c'est un vrai problème? Est-ce que c'est quelque chose qui, moi, où je me dis, voilà, je vais vraiment avoir un impact? Ouais. Non. Tu préfères développer un vaccin ou une cure, contre le cancer du poumon plutôt que, un substitut à la cigarette, par exemple? Ouais, bon, après, voilà, je pense que tu as des affinités avec des choses aussi. Voilà, la médecine, tout ça, c'est peut-être pas un truc avec lequel j'ai une affinité, mais je pense que pour moi, le bon projet, c'est tu cherches dans tes affinités personnelles, les choses que tu aimes, les choses qui te plaisent, les choses dans lesquelles tu te vois. Voilà. Et si tu arrives en plus à trouver à créer quelque chose qui à la fois fait du sens là-dedans et qui en plus te permet d'être viable, parce que c'est pas tout de vouloir régler un problème. Bah, il faut aussi qu'il y ait une viabilité dans un modèle. Bah, je pense que pour moi, ça, c'est le combo parfait pour faire une boîte qui va loin et où tous les jours, tu es excité d'y aller et de continuer. Parce que voilà, tout le monde le sait, hein, faire une boîte, c'est des hauts, des bas. Et voilà, je crois qu'à un moment donné, un vrai facteur de réussite, c'est quand même ton degré de détermination et de persévérance et de comment tu vas réussir à gérer les obstacles, quoi. Et ça, tu as une bonne idée, et puis ouais, c'est la bonne idée, boum, ça marche tout de suite. Et c'est ça là, Ça n'existe pas, quoi, en et vrai. ce truc-là pour continuer à faire face aux obstacles, pour avancer contre vent et marée, c'est de la passion? Ou c'est de la conviction dans son problème? Ou c'est un mix de tout ça? J'ai l'impression Ouais. qu'il y a un truc qui est pas tangible. Tu Ouais, je pense que tu as raison de dire ça. Je crois qu'il y a un truc qui est pas tangible. De nouveau, je pense que chacun le fait avec des motivations différentes. En tout cas, pour moi, c'est un peu ce truc. Moi, quand je réfléchis à une boîte et à un problème, j'ai l'impression de me projeter dans un futur genre lointain, genre dans 20 ans, par Mmh. exemple, et je vois le monde, je vois ce monde-là dans 20 ans. En fait, avec Tu cette solution, visualises voilà, je le le ouais, visualise. Je me OK. dis, ta-la-la-la-la, et je me dis, ok, les gens, en fait, ils seront, voilà, et donc je vois tous les bienfaits, et donc c'est une vision, quoi. Et du coup, c'est comme si tu restes, comment dire, relentless, comme on pourrait dire en anglais, donc C'est quoi? Sans, restless, enfin, je sais pas, tu t'arrives pas à ouais, ne sans repos, ouais, sans c'est ça, en fait, donc tu sans développes temps une espèce mort. d'obsession presque. Ouais. Tu développes presque une obsession de dire, voilà, tant que ce truc-là n'est pas, au niveau de cette vision, ben, je lâche pas, quoi, j'arrive pas à lâcher, quoi. Non, tu sais que les enfants obsessionnels, c'est quand même un truc. Moi, mes parents, ils m'appelaient idée fixe, comme le petit OK, chien, mais idée fixe et j'avais une idée, c'était dans ma tête OK.
Et c'est une putain de force, en fait. J'ai l'impression que Ouais, les gens qui sont quand c'est résilients. utilisé, quand c'est Oui! utilisé à bon Ah, escient, moi, on m'avait évidemment. que dit les gars, moi, je pense que j'étais très chieur aussi, mais en fait, enfin, je commence à revoir des petits trucs comme ça. Tu parlais juste d'affinité et c'est, Ouais, tu vois, je pensais, OK, télécommunications, ensuite, fintech, ouais, beaucoup plus pour les business et pragmatique. ouais. Bon, il y a quand même eu la cigarette, mais ça n'a pas vu le jour, visiblement, Non. ça juste dans la tête. Enfin, on m'en a juste parlé et Voilà, j'ai tout de tu suite, as pas visualisé. non, je me suis pas dit: «OK, tout le monde a fait pareil». Pourquoi l'ameublement? Et pourquoi Ouais. avec un modèle de crowdfunding Mmh. sur de l'equity? Explique-moi un peu Bah, tout je ça. pense, moi, j'ai toujours été assez ouvert d'esprit sur différents secteurs, donc je me suis jamais dit: «Ouais, je serai un entrepreneur dans la finance ou Mmh. dans ceci ou dans Tu es cela». agnostique. Je suis assez agnostique, je suis curieux de tout, donc je m'intéresse à plein de choses différentes. J'aurais pu être un entrepreneur tech, je me suis beaucoup intéressé, à l'époque des SaaS et tout, j'avais plein d'idées, pour faire des SaaS, je me Sans souviens par être tech. exemple le no-code par exemple, moi j'étais très frustré du code, je pense que j'aurais bien fait une boîte comme Bubble par exemple, qui est une boîte no-code, notoire, que j'ai connue très, très tôt. Hem, donc voilà, mais alors pourquoi le mobilier? Je pense qu'après EDBEX, je me suis dit que, bah, c'est sûr que je voulais continuer à être entrepreneur. Mmh. Malgré tout, voilà, tout ce que j'avais vécu, j'étais encore plus convaincu que l'entrepreneuriat, c'était la voie pour moi. À nouveau, j'étais dans cette phase où finalement, je n'allais plus entreprendre, par besoin financier ou donc je pouvais vraiment essayer de reconnecter avec qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est, affinitaire pour moi et comment je me vois dans le futur. Tu bien cette phase? Ouais, franchement, c'est une phase agréable. Parce Ouais? que contrairement à la première où, ben, en fait, Tu c'était un rouleau précipité, où compresseur il fallait se relever, il fallait trouver des solutions, ben, où t'es en mode un peu crise, où voilà, il faut juste rebondir et tout. Là, t'es en mode, ok, maintenant je prends le temps, de me connecter à j'analyse moi-même, ouais. et en fait, je projette ma vie dans les 15, 20 années à venir, quoi. Ce qui est quand même, voilà. En tout cas, moi, c'est l'exercice que j'ai fait. Je me suis dit, je vais être entrepreneur. Je me suis dit, quel type d'entrepreneur je veux être et bah, quel type de problème je veux résoudre. Et donc pour moi, c'était hyper important de résoudre un problème qui était assez massif, quoi, Tu parles à tout le qui monde. parle à tout le monde, qui impacte tout le monde, ou en tout cas qui impacte, voilà, où il y a un grand marché. Et pas genre parce que, oui, c'est les théories de, tu vois, tout ce qu'on dit dans le jargon startup, oui, il faut un grand marché, il faut ceci. Non, c'était vraiment un truc que je ressentais. Donc de vraiment changer un truc dans la vie de tous les jours. J'avais envie d'un truc qui me connecte avec mon côté un peu plus créatif, mon côté un peu design. J'ai toujours aimé tout ce qui était design, voilà, que ce soit du mobilier, de l'architecture. Tu l'avais dans tes process, en fait. C'était la seule manière créative Ouais, que tu bah, avais. par exemple, tu vois, quand il fallait aménager, on a aménagé quand même pas mal d'espace dans mes précédentes boîtes. Ben, il n'était pas question que je laisse un architecte faire mon design d'intérieur, quoi. Donc, je faisais des dessins, je passais des nuits dessus et ça m'amusait, quoi. Tu as du mal à faire appel dans ta vie perso à des prestats? Tu sais, même installer, tu vois? Ça dépend, mais je pense que Tu je dois être un client très chiant. Ouais, non mais j'allais dire, Où à chaque fois, je vais voir ce qu'ils font, je leur pose des millions de questions. Ah, mais tu fais ça pour telle raison. tu télécharges la brochure de ta machine à laver d'il y a 5 ans pour voir si tu peux la réparer, en gros? Je vais pas jusque-là, mais ouais, ça m'arrive de vraiment rentrer très deep dans les sujets. Et juste, donc tu es perfectionniste minutieux ou pas ou au contraire, tu es dans la culture de faut faire et apprendre en faisant? Un Le peu les deux. Je crois que de base, je suis un peu quand même perfectionniste minutieux, mais la vie m'a appris quand même que, ben, L'entrepreneuriat tu vois, tu as le surtout. truc de, OK, il faut pas, enfin, tu vois, faut pas attendre trop longtemps avant de sortir ton produit, machin, et le Mmh. feedback du marché, c'est hyper important. Mmh. Donc ça, j'ai appris très tôt. Voilà, et je pense qu'après, c'est l'équilibre entre les deux, mais j'aime bien qu'un truc soit bien fait, voilà, j'étais attiré en tout cas par le design et Ouais, il y ce a autre chose monde-là, du coup, ouais. l'architecture, l'immobilier, tout ça, je trouvais ça assez un monde fascinant. Et puis, ben, j'ai eu des besoins en fait perso, voilà, sur des projets, que ce soit au niveau business, de devoir aménager des espaces, donc les bureaux par exemple. J'ai eu pas mal de gens autour de moi qui ont lancé des commerces, et ainsi de suite, qui se posaient la question, ben, faut l'aménager, il faut du mobilier, c'est de l'investissement. J'ai eu des projets aussi side, un peu comme beaucoup de monde, tu vois, de louer des appartements, de devoir les meubler, des choses comme ça. Il y a eu la vague Airbnb où tout le monde, tu vois, tout le monde s'est mis comme host Airbnb, donc je suis passé par là aussi. Hem Et donc du coup, je me suis dit: «Mais
c'est étonnant quand même. Donc moi, forcément, j'avais cette mécanique de dire, bah, je vais pas acheter mon mobilier, c'est pas logique. Tu vois, on nous avait quand même appris beaucoup, cash is king. Enfin, tu vois, Mmh. enfin, je pense qu'on est un peu de cette génération où pour nous, ça faisait du sens dès le début de pas forcément bah, immobiliser plein de cash dans des choses. Et donc cette économie un peu du as a service, c'était naturel pour moi. En plus, tu vois, on venait de vivre la vague du as a service au niveau software, par exemple. Donc moi, je me suis dit, mais attends, le mobilier, c'est un bien quand même qui peut coûter un certain prix, donc c'est un investissement qui est quand même conséquent, c'est encombrant. Enfin, tu Mmh. vois, en fait, pour moi, il y avait un peu tous les arguments pour dire que le futur du mobilier serait as a service, en fait. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ça, à creuser un petit peu, à voir ce qui existait et ainsi de suite. Et j'ai découvert que, un, il y avait rien de vraiment très valable dans le domaine, que deux, c'était une industrie qui posait énormément de problèmes sur notamment le fait qu'elle pollue énormément, enfin qu'elle pollue dans le sens qu'elle génère pas mal beaucoup de CO2. C'est jusqu'à 2 à 3 quand même de toutes les émissions CO2. Donc on fait souvent tu sais, on parle souvent du lien avec l'aviation, par exemple, parce que ça parle à beaucoup de Oui, monde. tu Bah, parles voilà, de 3 fois moins en prenant 2 fois l'avion à voilà. l'année que, ouais, Donc voilà, et donc du coup, bah, il qu'avec faut la savoir SAF. qu'aujourd'hui, notre consommation de mobilier, elle a un impact plus conséquent encore que notre impact sur l'aviation. Or ça, on n'en parle pas tous Est-ce les que jours quand le on problème, parle de c'est parce l'aviation. qu'on recycle pas? C'est Ouais. ça? Alors, le premier problème, il est déjà dans comment on fabrique le mobilier. Donc, Ouais. on est parti d'une phase où, en fait, nos grands-parents, ben, le mobilier, ça faisait quasiment partie des murs. Et donc, tu allais chez un artisan qui te fabriquait ton truc en bois massif et IKEA et Tata. qui gardait, tu pouvais garder ça 60 ans. Ouais. Puis, effectivement, des boîtes comme Ikea sont apparues et sont venues avec un modèle qu'ils ont fashionisé un petit peu le mobilier en disant, bah, en fait, ton mobilier, tu as un style, et puis demain, tu peux changer de style, et ainsi de suite. Et donc, on est rentré un peu dans cette Et baisser les coûts aussi. mécanique de consommation, Ouais. de donner accès à, voilà, à tout le monde de pouvoir accéder à son mobilier. Je pense qu'à l'époque, ben, c'était une invention qui a impacté positivement beaucoup de monde, surtout au niveau voilà, financier, et ainsi de suite. À l'époque, le fait de dire, OK, je vais monter mon mobilier, ben, c'était pas quelque chose qui... je pense que bon, le temps a toujours été précieux, mais dans les vies qu'on a aujourd'hui, je pense qu'à l'époque, voilà, le matériel coûtait plus cher que le fait d'y passer du temps. Donc c'était un modèle voilà, qui a été assez instrumental, en tout cas, dans cette évolution. Mais aujourd'hui, du coup, le résultat, c'est que on- majoritairement, on a quand même du mobilier qui va finalement tirer des matières premières qui, elles, sont durables, parce que du bois en tant que tel, si t'en fais un produit qui est bien conçu, ben, il peut durer, enfin, il peut durer très longtemps, quoi, même un siècle, quoi, hein. Faut C'est une savoir bonne que, matière première, faut quoi. savoir que par exemple, toute la ville de Venise tient sur des piliers en bois, quoi. Il y a des études qui disent qu'en fait, ce bois-là, il est même plus résistant à long terme que l'acier, quoi. Ok. Donc, ça veut dire que voilà, le bois est un matériau qui peut vraiment être extrêmement durable. Et aujourd'hui, on l'utilise pour en faire des meubles qui ont une durée de vie moyenne entre 3 à 5 ans. Donc, c'est un peu le modèle fast furniture, quoi. Donc, on conçoit les produits pas de manière optimale, donc on les conçoit de manière à ce qu'ils aient une vie courte. Forcément, il y a cette promotion du changement tout le temps et de ce côté de fashion, quoi, Oui, de mode, quoi. de Ouais, bien mode, sûr. voilà. Donc du coup, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on consomme massivement du mobilier qui est pas fait pour durer, qui du coup finit très vite à la décharge et ainsi de suite. Et comme c'est fabriqué avec des matériaux mixés, donc des panneaux de particules, on colle des trucs et ainsi de suite, donc beaucoup de colle, beaucoup de composants différents, c'est quasiment impossible à recycler. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on recycle que 3% du mobilier qui est jeté, quoi. À l'échelle mondiale, Ouais, quoi. ouais, ouais. Donc, c'est Alors, on parle un... d'électroménager, tout ça, mais Ouais. c'est vrai que avant qu'on parle, tu vois, Ouais. je connaissais rien et je te dis Ouais. ça, je viens de refaire tout mon appart. Ou je viens de faire mon appart pour la première fois plutôt. J'en suis hyper fier. Passons. Je voudrais te parler de... Non, vas-y, je t'en prie, bois. Je Bah, vais poser une y a longue... plus Il y a d'eau, du plus? coup, Ah merde. si on peut nous ramener un peu d'eau, ça serait pas mal. Ce serait incroyable Exactement. si comme par magie de l'eau apparaissait. Voilà. Incroyable. Merde, tu es en train de perdre ma question. Non, de toute manière, ce podcast touche bientôt à sa fin, mais j'aimerais te parler donc sur Anki. Je veux parler du crowdfunding. Comment tu es arrivé à ce modèle-là dedans? Est-ce que c'est novateur ou est-ce que ça existait déjà dans l'ameublement? Et j'ai envie de parler de le positionnement slash business model.
Ouais. C'est qui vos clients et à l'inverse, c'est qui vos prestats? Pour du crowdfunding, j'ai l'impression qu'il y a un aspect communautaire. Donc en gros, c'est toutes les petites particularités de la boîte. Ouais. J'aimerais bien que tu m'expliques presque comment tu es arrivé à cette conclusion en fait. Ouais. Bah, je vais commencer peut-être par le modèle en lui-même. Donc, comme on le disait là, le fast furniture, en fait, c'est on prend du mobilier très peu quali, qui finit très vite à la décharge, donc énorme problème. Et en plus, en termes d'usage, finalement, c'est pas forcément hyper intéressant. L'autre problème, on se dit, mais pourquoi est-ce que en fait, les gens consomment pas mieux? On se rend compte aussi que acheter du mobilier de qualité, justement, qui lui est fait pour durer, bah, ça coûte énormément d'argent. Donc du coup, on le fait pas forcément. Le fait d'acheter ce mobilier, bah, quelque part, tu es aussi un petit peu, comment dire? C'est encombrant, donc si tes besoins changent, c'est compliqué de le revendre, de le stocker, ainsi de suite. Ça peut coûter vite beaucoup d'argent. Donc tu as ce problème de flexibilité, et puis tu as, voilà, le problème de circularité, dont on a parlé. Et donc c'est là qu'on s'est dit, ben, finalement, ce modèle par abonnement, il résout tous ces problèmes. Parce qu'on inverse vraiment la manière de penser, dans le sens que, bah, au plus le produit il va être conçu pour durer, au plus finalement on va pouvoir le louer longtemps, et donc au plus on va pouvoir maximiser son usage et donc avoir un impact positif, non seulement sur l'impact au niveau environnemental, mais aussi au niveau du prix finalement. Puisque toi, si finalement tu utilises un produit pendant 5 ans, disons, mais que ce produit, potentiellement, il peut durer 15 ou 20 ans, bah, il est logique que tu ne vas payer finalement que la partie de ton usage, Ouais, quoi. il y a un amortissement, mais oui, je suis Voilà. d'accord avec toi. Et donc, du coup, avec ce modèle-là, on arrive finalement à vraiment augmenter la qualité de l'expérience. Donc, on fait profiter à nos clients de mobiliers qui sont vraiment de très haute qualité, pour des coûts qui sont vraiment réduits comparés à s'ils devaient les acheter, ou voire même s'ils devaient acheter du mobilier de moindre qualité. Donc, je pense qu'il y a un vrai win pour les clients. Il y a le côté flexibilité également qui leur permet de faire évoluer sans trop se soucier de qu'est-ce qui se passe après quand on en a Ils avaient besoin. un grand besoin d'évolution, c'est ça que tu disais? Ouais, ben, C'est du B2B, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, les business évoluent, donc on est dans une logique d'agilité. D'innovation quotidienne. Voilà, et donc ça veut dire qu'en fait, tes besoins, ils évoluent de plus en plus vite, et donc Mmh. forcément, tu as besoin de flexibilité, quoi. Et ça se traduit aussi dans le fait que ton mobilier d'aujourd'hui n'est pas forcément le mobilier que tu auras besoin demain, quoi. J'ai juste une mini question avant de parler du crowdfunding, je pense qu'on va aller là-dessus, Ouais. et de la communauté. Est-ce que les gens que tu es allé voir, donc en B2B, est-ce que tu comptes... Moi, j'ai cette idée où je me dis, mais en fait, pour eux, de l'ameublement, c'est une commodité. On est obligé de le faire. Ouais. On n'a pas envie de se prendre la tête, donc on n'a pas beaucoup de solutions, et on sait que ça va coûter cher. Donc en fait, c'est genre, tu vois, c'est une seule solution et that's it. C'est ça que tu as remarqué chez eux au tout début? Genre, ils se posaient même pas la question d'aller Ouais, trouver d'autres solutions. ouais, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on est tellement habitué à acheter que c'est juste un réflexe normal du mobilier. Ça s'achète, on essaie d'optimiser les coûts, donc on achète des trucs pas trop chers, et on se projette souvent pas très loin à long terme, parce que tu vois, le mobilier, c'est un cycle de vie. C'est, je sais pas, à 5 ans, il y a peu de gens qui réellement se projettent à 5 ans et se disent, ok, j'achète cette table aujourd'hui, qu'est-ce que j'en ferai dans 5 ans? Les gens se posent Où pas est-ce que cette je serai question. dans 5 ans? Voilà, mais c'est une fois qu'ils sont dans le problème et qu'ils disent, ah mince, là, on doit quitter nos bureaux, le bail se termine à tel moment, on doit tout vider, bah, qu'est-ce qu'on fait? On revend, ah mais mince, est-ce qu'il y en a un qui va venir, qui va dire, ouais, j'achète cette table, mais pas ces chaises-là. Donc c'est compliqué, quoi. Et c'est quand tu as vécu tout ça que tu te dis, ah ouais, finalement, si j'avais loué, en fait, je serais pas dans tous ces problèmes-là. Enfin voilà, en tout cas, tout ça pour dire que nous, on est convaincus que pour le B2B, en tout cas, d'ici 10 à 15 ans, c'est quelque chose qui sera vraiment normalisé, et nous, on pense Adopté en qu'il y a ligne. une majorité, en tout cas, d'entreprises qui choisiront as a service à partir du moment où le produit il est bien conçu. Et nous, bah, Et le notre service. compte, c'est évidemment, voilà, produit, service, c'est la solution, quoi. Ouais. Donc nous, on est vraiment en chemin pour construire cet avenir-là. On sent tous les jours que voilà, il y a une vraie réponse du marché Vous avez des compétiteurs? là-dessus. Quelques-uns, c'est un marché qui est encore vraiment émergent. C'est encore assez nouveau ce qu'on fait. On a des compétiteurs qui sont dans des verticales très spécifiques. On a par exemple une boîte qui est vraiment focus uniquement bureau. On ne fait pas que le bureau, on fait bureau, hôtel, Ouais, salle de voilà. ok. Donc très grand groupe, machin. On a eu pas mal d'initiatives dans le B2C plutôt ciblées expat, en se disant, bah, il y a pas mal d'expats, les gens, voilà, ils voyagent, ils vont vivre 2 ans dans une ville, puis 2 ans dans Clairement, une ils n'ont autre. pas envie de se faire chier avec l'ameublement. Ouais. Voilà, donc tu as tout le marché du meublé, donc notamment qui a évolué très fort ces dernières années.
Mais voilà, mais aujourd'hui, une boîte vraiment comme Enki, moi, j'en connais pas vraiment d'autres, parce qu'on essaie aussi d'offrir vraiment un large choix de mobilier, ce qui sont aussi des éléments importants, parce que parfois on peut dire, ouais, mais si je loue, j'ai pas beaucoup de choix, c'est compliqué, etc. On essaie aussi de faire en sorte que le prix soit vraiment pas un sujet. Donc chez nous, en fait, si tu loues pendant même 5 ans une table, tu payeras pas le prix de la table, quoi. Ouais. Comme j'ai dit, avec cette mécanique Vous êtes de... transparent là-dessus? Ouais, La table, elle vaut, je sais ouais, pas, 2000, ouais, on fait un amortissement exactement. longtemps. OK. Tu sais exactement voilà, combien vaut la table, et ainsi de suite. C'est la première chose que les gens font, hein, c'est Vous multiplier le Ouais. loyer par la durée pour savoir Ouais, combien ouais, ça leur coûte, ouais. quoi, Non, tu mais vois. OK, du coup, tu sais ce qu'ils cherchent et tu leur donnes l'info. Je suis curieux de savoir, est-ce que tu dois te protéger vu que ton asset, on va parler juste du crowdfunding, mais Mhm. entre-temps, enfin, ton asset, il est physique, c'est quand même des meubles. Ouais. Est-ce que financièrement, tu protèges avec ça? Tu as une assurance contre Bon, ça? après, il y a des assurances classiques. Nos clients doivent prendre, évidemment, de protéger le contenu, comme tu le ferais Ok. pour n'importe quel... voilà. Je veux dire, c'est pas un sujet plus pour une autre boîte. Non, bah après, nous, on évite évidemment d'avoir des gens qui fraudent et qui sont pas, qui disent qu'ils sont. Maintenant, bon, c'est un peu difficile, tu vois. Nous, on vient livrer souvent des très gros projets dans des locaux et tout, donc on a vraiment le temps de voir qui est derrière. Donc voilà, donc il y a une petite dimension quand même de sécurité, mais pas non plus, Euh, pas à l'extrême, quoi. et gestion des stocks, vous avez, enfin, ça coûte cher. Est-ce que Alors, la logistique, ça coûte toujours très cher. Ouais. Donc oui, ça fait partie intégrante de notre modèle, et c'est des choses qu'on essaie d'optimiser au fur et à mesure. Donc c'est un élément clé, en tout cas, du développement C'est du quoi modèle, quoi. un meuble chez vous? Vous voulez pas qu'il reste dans l'entrepôt plus d'un mois ou voire moins, je m'en rends pas compte. Vous avez fait des calculs là-dessus? Ouais, alors nous, on essaie évidemment que tout notre mobilier il soit chez nos clients. Oui, bah ça. Après, même Euh, besoin d'entrepôt, tu sais. Voilà, donc nous, ça va assez vite. Même quand on récupère du mobilier chez un client, il y a beaucoup d'autres clients qui sont assez friands Un gros d'un turnover. meuble Ok. qui a déjà été utilisé et qui, pour le coup, a déjà donc est un peu plus accessible en termes de prix. Donc le seconde main a vraiment une vraie... Enfin, il y a un engouement très fort Oui, là-dessus. du coup, c'est quoi? Ça tourne en moins d'un Bah, mois, je dirais, ouais, le retour et non, la allez, je ressortie dirais de peut-être l'entrepôt. 3 mois maximum Ok. en moyenne, tu vois, qu'on va stocker du mobilier, quoi. C'est une clé pour être rentable, tout ça, et pour Je pense que la le fait dimension beaucoup de stockage, ouais, en fait, on est rentable depuis le tout début. Ok. Parce qu'en fait, les efforts que nous, on a à faire pour vendre des contrats et la taille des contrats qu'on fait ont toujours permis de rentabiliser ces efforts-là. Il y a juste un retard de décaissement, c'est-à-dire que nous, c'est des contrats souvent à durée fixe. Même s'il y a de la flexibilité, on se rend compte que dans la réalité, les gens, ils signent pour 3-4 ans, puis ils se posent plus de questions mobilier là, du coup, on a le contrat pendant 3-4 ans. Mhm. Et nous, évidemment, sur cette première année, on va encaisser la première année de loyer. Euh, mais en réalité, on a déjà des revenus prévus pour 4-5 ans en avance, quoi. C'est avec Et donc, Ouais, tu dis ouais, ouais, durée unique, donc t'as ok. un contrat, bon voilà, ok, tu peux résilier avant, mais tu payes des pénalités, mais Et il paye personne fait ça, annuellement quoi. ou Non, ils payent mensuel? mensuellement. Ouais, ok. Non, mais je veux dire, il paye pas upfront. Et c'est une super intro que les gens comprennent. Non, ce n'est pas toi qui achètes. Enfin, tu achètes, mais tu fais financer du coup tout cet ameublement, cet Exact. mobilier par d'autres personnes. Alors, Exactement, donc on va dire que c'est pas là le coup de génie. peut-être, je Non, mais pense. je te dis, ce business-là, n'importe quel Ouais, messie, tu vas lui en parler, il va dire, oh là là, gros besoin de fonds de roulement. Tu dois c'est avancer vrai, les trucs et tu totalement. vas recevoir ça au Ouais, ouais. compte-gouttes. Et je pense que pour beaucoup de boîtes, c'est un peu aussi la difficulté de monter ce genre de projet, parce qu'il y a eu quelques tentatives, on va dire, à une certaine époque, et on a vu qu'elles ont vite pivoté vers d'autres modèles, Ok. des modèles de vente, des modèles de Ça vous a pas fait peur, ça? design et tout. Bah, moi, pas. J'avoue que moi, dès le début, j'avais un peu conscience de cette problématique financière. Et donc, du coup, de par mon expérience précédente dans la fintech, j'avais clairement identifié ce modèle en fait de financement potentiel pour le projet. Et je me suis dit que ça pouvait être vraiment hyper vertueux, parce que mon expérience, c'est qu'il y avait toujours beaucoup d'argent pour financer ce genre de choses, avec les factures par exemple. Donc je me suis dit, il n'y a pas de raison que les gens ne comprennent pas qu'investir dans du mobilier qui rapporte des loyers, que ce soit pas pertinent. Donc je me suis toujours dit, il faut faire ça, mais je me suis dit, il faut d'abord craquer la partie, est-ce que les gens sont prêts à payer un loyer? À quelle vitesse on va réussir à faire évoluer les mentalités, tout ça. Donc ça, pour moi, c'était mon premier enjeu. Donc on a pendant les 2-3 premières années uniquement focalisé là-dessus et limite, nous préfinancer le mobilier. Après, j'ai eu des gens Ok. qui m'ont aussi dit, ouais, mais est-ce que créer une plateforme
d'investissement à côté? Est-ce que c'est pas complexe? Est-ce que ça ne risque pas d'embrouiller le message et tout? Donc j'avoue que j'ai eu un petit moment de doute là-dessus, où on s'est dit: «Bah, on va peut-être essayer effectivement d'y aller en mode, un peu plus traditionnel». C'est ça un bon conseil, c'est de ne pas avoir tout fait en même temps? Ouais, moi je crois que dans une boîte, en fait, c'est pas mal de se dire, en fait, je vais essayer de bien réussir ça et puis de rajouter des layers, quoi, tu vois? Des OK. couche par couche. Donc moi, c'était un peu ma vision, quoi. C'était de me dire: «OK, là, je me focus sur, OK, mes clients, c'est quoi leurs besoins? C'est quoi les problèmes qu'on voit dans le fait d'aller les livrer, dans comment vit le mobilier?» Donc moi, je me suis dit: «Ça, c'est important. La partie finance, elle viendra après et normalement, ça devrait aller, quoi». C'est OK. comme ça que je me suis dit. Puis comme je te dis, j'ai eu un peu le doute. Donc à un moment donné, on a hésité à le faire en se disant: «Bah, est-ce qu'on va pas trouver des partenaires financiers et autres?» On a essayé ça et on s'est rendu compte que non, en fait, ça va pas fonctionner, enfin, il y avait plein de red flags, quoi. Ils avaient un peu une vision trop old school, des conditions assez Qui vous lasse compliquées. dedans, ça revient au même, non? Voilà. C'est-à-dire que, enfin, tu repars à zéro à devoir trouver Voilà. un autre partenaire. Et moi, la valeur ajoutée que je voyais du coup, dans ce côté crowdfunding ou crowdlending, on y arrive enfin. Mais c'était de se dire, finalement, pour moi, je vois plein de points vertueux. On sait aujourd'hui que déjà, on est dans une génération qui évolue de plus en plus sur, en fait, la recherche d'investissements alternatifs et l'éducation financière. Aujourd'hui, voilà, à une certaine époque, quand tu avais de l'argent, bah, tu le confiais à ton banquier ou à ton gestionnaire de patrimoine et puis tu lui faisais confiance et tu comprenais pas trop ce qu'il faisait avec. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a un vrai besoin, une vraie envie des gens de comprendre dans quoi ils investissent, etc. Donc pour moi, ça, c'est un premier point qui est très positif, qui va dans un sens comme ça. Bien sûr, les gens veulent que leur argent serve à quelque chose d'utile et de vertueux. Et donc, il y a une vraie sensibilité aussi de contribuer voilà, à quelque chose de positif. Mmh. Et donc, tout ça mis ensemble, bah, je me suis dit, notre modèle actuel, il peut être totalement compatible avec un système justement de financement participatif. Et donc, ce qu'on fait, ben, concrètement, c'est qu'aujourd'hui, nous, on achète le mobilier, bien sûr, mais on le fait financer par le crowd. Donc, ça veut dire que n'importe qui, particulier dans ce cas-ci, ou entreprise, donc, peut venir sur notre plateforme d'investissement et investir dans n'importe quel projet. Donc, puisqu'en fait, on publie les projets qui sont aménagés. Alors, on ne met pas des noms derrière et tout pour éviter que, évidemment, pour qu'il y ait quand même une confidentialité pour nos Bien clients. sûr. Mais en gros, voilà, chacun peut participer à son niveau à partir de 500 € C'est quoi dans un projet de le retour? financement, quoi. Alors, le retour, il varie en fonction des durées, puisque selon les projets, il y a des durées différentes. Et donc, ça va de 6 à 8,5-9%, quoi. Ça, Sur c'est à combien peu de près temps? les Sur taux. toute la durée de vie du projet? Sur la durée de vie du projet. Donc, c'est les durées aujourd'hui, on va de 24 mois, ça c'est un peu, 12 mois, c'est à peu près le minimum. OK. Et ça va jusqu'à 60 mois. Mais disons qu'en moyenne, elle est plutôt autour des 3-4 ans. Ça, c'est un peu la moyenne. C'est moins bien que les 1,5 en 2 mois, on est d'accord? Ouais, après, les Tout un à an en l'heure. 2 mois, c'est vrai que ça, Exceptionnel. c'était exceptionnel. Mais du coup, on a très vite diminué parce que voilà, Sur la l'engouement était facturation, ouais. hyper fort. Surtout qu'il y avait un niveau de liquidité exceptionnel. Je crois qu'aujourd'hui, il donne du 5% annuel. Parce qu'à un moment donné, on a eu un vrai problème dans ce projet-là, c'est qu'on avait trop d'investisseurs et du coup, ils étaient mécontents parce qu'on ne leur donnait pas assez de projets dans lesquels investir, ou en tout cas de factures. Et donc, du coup, voilà, on a dû créer des systèmes. Enfin, on a dû ralentir la voilure parce qu'on avait trop d'investisseurs, quoi. Je vais te poser la question en tant que CEO. Est-ce que ton plus beau kiff chez Enki, d'ailleurs, je suis trop content qu'on voit à quel point, même moi je m'en rendais pas compte, mais à quel point tes boîtes d'avant, tu sais, mettent un pilier de la base de Enki, donc que ça soit du crowdfunding, etc. Je veux savoir, est-ce que toi, ta plus grande fierté, c'est d'avoir fait d'un des problèmes majeurs potentiellement de cette industrie ou de ton idée, c'est même pas genre essayer de traiter le problème, c'est en faire une offre. Ouais. C'est te dire: «Ah ouais, bah, on va faire un truc encore plus ballsy». Est-ce que ouais, c'est parce que là, donc on l'a pas dit, mais là, il y a enfin, là, vous êtes ouvert. Ça a ouvert quand le Ouais, crowdfunding? alors en fait, il y a deux choses, hein. Donc, il y a l'aspect financier donc, qui est continu. Donc, c'est vraiment, ça fait partie intégrante de notre Oui, il y modèle. a une Voilà. Et ça, c'est le financement du coût du mobilier. Donc, on l'a lancé il y a à peu près 6 mois. Et aujourd'hui, on a financé plus de 2 millions d'euros de projets. Donc, l'accélération est assez fulgurante. Et je pense qu'effectivement, ça, c'est un une vraie succès fierté. plutôt? C'est Ouais. une vraie fierté parce que bah, on voit vraiment que c'était le bon choix
qu'il y a un engagement très fort de nos investisseurs dans le modèle et du coup, ça nous donne en fait une perspective d'avenir qui est vraiment exceptionnelle et donc de croissance parce que je pense qu'on a été quand même bridé pendant quelques années du fait qu'on cherchait un petit peu la bonne recette au niveau du financement, donc ce qui faisait qu'on ne pouvait pas accepter tout le monde, et donc du coup, on n'y allait pas non plus franco sur le marché en disant, voilà, on existe, venez nous voir. Donc aujourd'hui, on est en train de vraiment aller dans cette direction de scale, et du coup, là, on voit la croissance. Je crois que sur ce premier trimestre, il n'est pas impossible qu'on close l'équivalent de ce qu'on a fait l'année passée en projet, quoi, hein. Donc vraiment, on est en croissance fulgurante. Et puis, comme tu l'as dit, on a décidé du coup d'enchaîner d'aller encore plus loin, de se dire, mais en fait, si ça marche. voilà, on a mis en place ce système-là. On a vraiment une vraie, un vrai engagement de ces investisseurs qui croient dans le projet et qui nous proposent du coup même d'investir eux-mêmes dans le capital. Donc c'est un peu comme ça qu'on s'est dit, en fait, nous on veut lever des fonds parce qu'on a une stratégie sur la seconde main. Donc ça, on n'en a pas trop discuté, mais en gros, l'idée, c'est qu'on veut intégrer la seconde main dans notre modèle. Donc, on veut pouvoir acheter des stocks de mobilier de seconde main, les reconditionner et les intégrer dans notre offre. Ça, c'est à terme, c'est pas encore le cas? Ouais, on est en train de le monter. Ok, mais du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de lancer un crowdfunding. Donc, c'est-à-dire que là, on ouvre notre capital aux investisseurs. Donc, pour cette nouvelle BU ou cette nouvelle ligne de prod, en fait. Ouais, voilà, c'est un élargissement, on va dire, de notre offre qui, pour nous, fait du sens parce que ça va dans la direction de notre mission. Il y a beaucoup de cas de figure, on nous demande, tiens, on a ce mobilier, est-ce que vous voulez pas le racheter? Ou on nous demande, tiens, est-ce que vous n'avez pas d'immobilier d'occasion que vous avez déjà loué à d'autres clients? Donc nous, on se dit, mais cette demande, elle est tellement forte, il n'y a pas une offre derrière qui, selon nous, tient vraiment la route et ainsi de suite. On est vraiment bien positionné pour devenir un player solide là-dessus. Et du coup, du mobilier reconditionné par abonnement, en fait, c'est le combo. Voilà. Et du coup, on s'est dit, ok, on va aller là-dessus. Et du coup, on lève des fonds pour faire ça. Quoi de mieux que finalement avoir notre communauté qui nous soutient dans cette direction. On n'en a pas parlé, mais c'est un vrai cas, juste la communauté. Ouais, clairement. Mais c'est très vertueux, parce qu'aujourd'hui, on a des clients, des clients investisseurs qui viennent nous voir en disant « Ah, mais du coup, moi, je suis, je sais pas, par exemple, j'ai un projet, j'ai entendu parler d'un projet XY, ou moi, j'ai un projet et j'ai besoin de mobilier. » Donc, du coup, tous ces clients investisseurs, indirectement, ils sont aussi ambassadeurs, en fait, de la solution. Voilà. Et du coup, je me dis finalement, au-delà de la valeur du projet en tant que tel, on a un modèle de business qui est rentable, qui fait du sens, qui est, je pense, le futur de comment on va utiliser, ou en tout cas comment on va consommer du mobilier en B2B. On crée aussi une valeur, je pense, assez importante du fait qu'on est en train de créer cette communauté d'investissement, quoi. Et aujourd'hui, on est capable, là, le mois passé, par exemple, on a financé quasiment 500 000 € de mobilier juste sur le mois de décembre. Et donc, du coup, ça montre à quel point, en fait, au fur et à mesure, on peut monter sur des niveaux de financement qui vont être de plus en plus importants. Okay. Et donc, ça nous donne, en fait, une puissance financière qui est vraiment conséquente. Et je pense que ça a de la valeur à part entière dans un projet. Parce que demain, là, par exemple, on a dit, OK, on fait le reconditionner, on décide d'ouvrir notre capital. Boum, il y a un engouement quand même assez fort, sans avoir fait recours à une plateforme de crowdfunding classique ou autre. Vous le hostez chez vous, hein? Voilà, on le hoste chez nous, on fait tout chez nous, en se disant finalement le marketing qu'on fait pour ça, c'est aussi du marketing qui nous sert à avoir des investisseurs. Voilà. Et là, on l'a fait assez early, on va dire, dans notre processus de croissance dans cette verticale d'investissement, en disant ok, on ose, on le fait tout de suite, sachant qu'on avait encore un early success. Mais je me dis, si on avait fait ça ou si on fait ça dans 4-5 ans, je pense que les montants qu'on peut aller chercher sont astronomiques, quoi. Et je commence à te connaître au bout d'un peu plus d'1 heure de podcast, parce qu'on a un peu croqué le temps. Mais si on refait un podcast dans 5 ans, en fait, c'est simple. J'ai capté que toi, dès qu'il y a une victoire, je pense que le lendemain, tu es déjà en train de te demander c'est quoi la prochaine compétition, le prochain challenge. Et j'ai le sentiment que, limite, il y a 6 mois, la victoire du crowdfunding sur l'ameublement, genre, c'était trop beau, donc tu t'es dit, il me faut un nouveau challenge, on va aller faire sur de la seconde main. Ouais, je pense que ça, à mon avis, ça fera du bien que je le dise aussi pour les équipes, parce que c'est vrai que je suis du style à tout de suite regarder, comme tu dis, le next challenge, et parfois de pas trop regarder en arrière et dire quand même c'est une belle victoire.
Donc voilà, mais je pense quand même que c'est une belle victoire et que voilà, qu'on a fait un taf quand même, ça je le dis pour les équipes, en tout cas, on a fait un taf quand même assez incroyable sur ces 6 derniers mois. Et Dédicace à elles, à tes exactement, équipes. exactement. Je te pose vas-y. Parce que voilà, de nouveau, je pense que c'est vraiment un sport collectif et on n'accomplit rien seul. Mais voilà, pour moi, c'est encore que le début. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de belles choses qui arrivent. J'ai des prochains challenges dont je parlerai pas tout de Mais suite, je sais, mais ça va être la grosse annonce bientôt. On va je faire une vais très être dans grosse ta annonce tête, là. bientôt. En plus, tu visualises, donc je vois Mais très bien, genre, tu dois swiper sur les différents projets. Je te pose les dernières questions de fin d'interview, si ça te va, ok? Ok. Et stay tuned, il y aura des annonces. Première question qui est très simple, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es heureux au quotidien? Je sais pas, j'ai pas envie de dire 10 parce qu'en général, on dit que 10, c'est voilà. Franchement, je suis super heureux. Ouais. 9, 10, ouais, Ah, 9 et demi. Allez, 9,5. On accepte les décimales. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es riche? Bah, je vais dire 9, mais c'est pas de la richesse financière. C'est de la richesse. Voilà, je pense que dans la vie, il y a autre Je chose sors que. le violon. Non, c'est vrai. Je pense que toi, les gens qui t'entourent, le fait d'être. Je pense que parfois, c'est important d'être, comment dire, de reconnaître un peu la chance qu'on a, par exemple, pour mon D'être cas, grateful, ouais. ouais, d'être grateful, de faire ce que tu peux faire, d'être entouré des gens Mm. avec qui tu as du plaisir d'être tous les jours. Et je pense que ça, c'est la vraie richesse en réalité. Euh, donc voilà. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job d'entrepreneur ou de CEO t'apporte du sens au quotidien? Bah, de nouveau, 9, 10. Et à quel point ce même job, sur une échelle de 1 à 10, est difficile ou te demande de fournir des efforts au quotidien? Je vais dire 9, 10 aussi. Ouais. Allez, je te pose cette dernière question, j'aime bien de récemment. Je te prends de court. Si tu avais la possibilité d'avoir eu une autre matière en primaire, hein, donc on est jeune, 6-10 ans, Ok. une matière que tu aurais bien aimé avoir ou que tu aimerais potentiellement demain, si tu as des enfants, qu'ils aient. Bah, clairement, leur apprendre c'est quoi l'entrepreneuriat. Parce que moi, dans mon système scolaire, on m'a toujours parlé qu'il fallait apprendre telle et telle matière pour être embauché dans des grosses boîtes, machin. Mais on m'a jamais dit quelle était la recette pour créer sa boîte, quoi. Et je pense peut-être des cours un peu moins théoriques, pas que sur des matières, mais en fait, sur peut-être ton développement personnel. Parce que voilà, je pense que la réussite d'une boîte, assez souvent, on la lie à des choses très, comment dire, très tangibles comme des skills business et autres. Et en réalité, quand tu creuses, ouais, et quand tu creuses, en fait, bah, tu dis quand même le résultat d'une réussite de boîte, c'est quand même souvent fort lié à comment tu gères certains événements, comment tu gères certaines problématiques, etc. Et donc, c'est très lié à des éléments qui sont pas forcément le business, mais plus une attitude, comment tu prends les choses, comment tu te comportes vis-à-vis des autres, un peu comme ce qu'on appelle les soft skills. Et je pense que ça, pouvoir apprendre ça aux gens et leur expliquer ça de manière beaucoup plus approfondie et peut-être les aider à développer ça. Ouais, de manière ludique, Je suis pas non plus dans cette idée que t'es né avec ou pas. Je pense que ça se développe aussi, les soft skills. Et je pense que ça serait vraiment riche pour, pour augmenter encore finalement la valeur ajoutée de ce que ces jeunes-là peuvent apporter à la société, quoi. Si des politiques ou des personnes du corps enseignant nous écoutent, que ce soit en France ou en Belgique, n'hésitez pas à faire passer ce mot, sinon on le publiera sur les réseaux. J'espère que vous le relayerez. Bon, un grand merci Aïssa, ça y est, on a croqué le temps, ça fait 1h15. Ouais. T'avais rien après, tu m'as dit, t'étais pas... Bah non, écoute, je me suis laissé guider par tes questions. Je dis pas que je t'ai fait louper un deal ou une levée. Ok. Les amis, merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. J'aime bien terminer avec ce petit mot, grossier car ça me ressemble, mais un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Et si vous doutez, ça fait partie du chemin, donc voilà, Exactement. un pas après l'autre. Super, merci beaucoup Yacine. Ciao, ciao. À la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao.
C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode, et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi, je vous laisse vous abonner dès maintenant, et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent, et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao ciao.